faut se dire les choses honnêtement. Cet épisode était bordélique. Euphoria, saison 3, épisode 3. Comme d'habitude pour ce genre de vidéo, je ne vais faire que spoiler. Donc si vous n'avez pas vu l'épisode 3 de la saison 3 d'Euphoria, allez voir l'épisode et revenez après, car je spoil tout dans 3, 2, c'est parti. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, c'est BorgosVPN et ses 38 millions d'utilisateurs, et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et c'est un service que j'utilise tous les jours. C'est super utile et je vous mettrai dans la description le code épinglé un site internet qui vous dit dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez. Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Italie, Belgique, Suisse, vous allez avoir la VE-STFR et même la VF dans certains cas. Quelques exemples sur Netflix, vous avez déjà 28 ans plus tard, Le Temple des Morts ou encore Anaconda. Sur Disney+, vous avez déjà Zootopie 2 et bientôt vous allez avoir Send Help. Sur HBO Max, qu'il faut utiliser depuis l'application HBO. Même si vous avez l'abonnement avec un compte Canal, prenez le compte Canal, connectez-vous à Max et ça fonctionne. Tout ça pour avoir accès à des films comme Marty Suprême ou encore Hurlevent. D'ailleurs, Cyberghost propose des serveurs dédiés pour optimiser le fonctionnement de chaque plateforme de streaming. Si vous êtes un gros consommateur de YouTube comme moi, YouTube Premium est beaucoup moins cher. Prenez un pays de l'Union Européenne parce que c'est plus simple. Roumanie, Bulgarie. Il y a encore des tutos qui vous disent comment faire. Et en plus de ça, vous avez accès à des abonnements moins chers aussi concernant Letterboxd, par exemple, avec Letterboxd Patron. Vous le savez, en ce moment, il faut mettre sa carte d'identité pour avoir accès à certains sites internet et personne n'a envie de faire ça. Vous avez envie de vous mériter le strip en paix, donc il faut utiliser un VPN. De même, quand vous regardez des films d'une manière très spécifique, en tant que cinéphile, ça arrive, utilisez un VPN pour vous protéger. Vous pouvez partager un compte avec cette personne. Au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés et tout le monde peut l'utiliser. Quelques clics, c'est fait, c'est super simple. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, le code épinglé, afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Le début avec Jules qui dessine est assez intéressant. Elle se montre en tant qu'artiste avec un certain talent qui a quelque chose à dire sur la société. D'ailleurs, la narration nous explique ou même surinterprète le dessin sur l'opportunité, parce que la série parle de ça, c'est l'une de ses thématiques principales. Ça cite la crypto, toute l'opportunité qui a été faite avant dans le temps, mais c'est aussi une série sur le fait de saisir l'opportunité et le coût de l'opportunité. Qu'est-ce que tu perds? Ta dignité, tu te mets en danger, tu peux aller en prison, c'est un peu la thématique aussi de cet épisode-là. Et c'est vrai que tu comprends qu'elle a un avenir, en tout cas c'est sous-entendu par l'œuvre, sauf qu'elle n'a pas de thunes. Elle n'a pas d'argent, donc c'est pas possible d'être un artiste et en même temps de pouvoir vivre dignement. C'est la critique un peu que fait l'œuvre et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils doivent, ces artistes, se vendre physiquement, ils doivent se prostituer ou alors perdre leur dignité, se mettre en danger pour créer de l'art. Je pense que Sam Levinson, il se voit un peu comme ça, ou en tout cas il a vu plein d'artistes qui ont dû se corrompre eux-mêmes juste pour peut-être créer quelque chose qui valent le coup et qui leur permette de vivre dignement. Mais elle a l'air heureuse, au fait, dans ce fameux gratte-ciel. Elle a l'air plus libre, même sa peinture passe du noir qu'on voit au début dans l'atelier à quelque chose de plus rouge, de doré. Et tu comprends pourquoi elle s'est corrompue, entre guillemets, même si le travail du sexe, bon, c'est un débat qu'on peut avoir, mais en réalité, la série le voit comme de la corruption. C'est quelque chose qui la rend heureuse au final. Elle a eu accès à un privilège, à une dignité qu'en fait tous les gens devraient avoir. Et c'est la critique un peu aussi du capitalisme, c'est de se dire, ok, t'es un artiste, tu veux vivre de l'art, deviens une pute au fait. C'est un peu ça ce que dit la série. Et c'est tellement cynique et triste de voir les choses comme ça, mais c'est comme ça que Sam Levinson voit les choses et il n'a pas totalement tort sur certains aspects et surtout en Californie où il a dû voir ça plein de fois en réalité. Et c'est ça, encore une fois, c'est la critique scolaire, c'est elle qui va lâcher son cursus scolaire car en fait, pourquoi faire des écoles d'art qui vont te foutre au chômage, et même pas de chômage aux States, alors que tu peux gagner de l'argent si tu fais confiance à quelqu'un. Évidemment, c'est de la merde, parce que t'es dépendant d'un mec riche qui a une famille et tout, mais en tout cas, c'est la critique sociale. Pour certaines personnes, c'est plus simple d'avoir de l'argent et un privilège aujourd'hui, plutôt que de faire des études qui vont peut-être mener à rien, qui vont perdre du temps. Donc c'est vraiment quelque chose de très cynique, encore une fois, et c'est comme ça que Sam Levinson voit le monde. Et il dit un truc que je trouve assez intéressant, il dit que c'est les riches qui ont quelque chose à perdre. Et c'est paradoxal, parce qu'en général, c'est les personnes qui ont rien, qui ont des choses à perdre, parce que c'est des choses souvent symboliques, c'est des choses matérielles, mais les riches, ils ont tout. Donc en théorie, ils n'ont plus rien à perdre, parce qu'ils ont déjà tout, et ils peuvent tout racheter. Peu importe ce qu'ils peuvent perdre de manière matérielle, ils ont tellement d'argent qu'ils peuvent tellement le réacquérir vite que ça change rien pour eux. Mais c'est vrai que là, la manière dont ils voient les choses, Sam Levinson, la manière dont il se dit, ok, mais en fait, les riches, l'argent, ils sont proches de ça. Et il faut trouver un truc qui est plus fort que l'argent pour les convaincre de te donner de l'argent. Et en fait, c'est la dignité humaine. C'est ça la critique sociale. Et c'est ça qui est intéressant. C'est l'argent, leur statut et comment est-ce qu'ils vont être corrompus aussi, ces riches,
pour donner leur argent à quelqu'un. C'est ça qui est, je trouve, assez fascinant. Et c'est le point de vue de Sam Levinson sur les bas-fonds de LA, hein, l'avocat aux fétiches bizarres, triste et seul, le producteur hollywoodien qui fait l'optimisation fiscale, le mec en finance juste après. Mais il s'intéresse à un personnage quand même assez précis, c'est le chirurgien esthétique, évidemment. Symbole de la Californie aussi, parce que oui, il y a le producteur, oui, il y a l'avocat, oui, il y a le mec en finance, mais quand même, la chirurgie esthétique, c'est la Californie. Maintenant, c'est aussi quand même beaucoup la Corée du Sud dans l'imaginaire collectif, la Turquie, ce genre de pays. Mais quand même, le prime de la chirurgie esthétique, ça reste la Californie. Et ça, c'est hyper intéressant que ce soit un chirurgien esthétique, parce que justement, narrativement, Jules a eu recours à la chirurgie esthétique, la chirurgie de genre, de manière générale, pour faire sa transition, et elle est un produit de ça. Donc, il y a un truc qui se crée qui est assez intéressant, c'est le côté, elle, qui s'affirme physiquement grâce à des gens comme lui. Elle a pu faire sa transition physique grâce à ça. Et en même temps, ça devient une relation très très bizarre. Je ne peux pas mettre trop d'images parce qu'il y a beaucoup de nudité et de séquences un peu violentes dans cet épisode-là. Et on est sur la plateforme rouge, hein, sur YouTube. Donc c'est une relation bizarre où elle devient un peu la création de son homme. Parce qu'un chirurgien esthétique, il fait ça. Il crée, il se bat contre l'évolution, il lutte contre la nature de manière générale. Et c'est ça qui est fascinant. C'est que pour le coup, là, ça pourrait être une sorte de réaction un peu réactionnaire où tu dis, bah, au fait, c'est contre nature. Mais non, Sam Levinson et la série voient ça comme quelque chose de beau, quelque chose de fascinant. Il y a un grooming évident, elle n'est pas mineure, hein, mais il y a un truc par rapport à elle qui tombe face à son créateur, entre guillemets, gros guillemets par rapport à ça, mais elle est attachée à ça, parce qu'elle comprend. Et peut-être il y a une relation de confiance qui se crée par rapport à ça aussi. Il y a une connexion qui est là, même si à la fin elle est mise dans une situation limite de bête de foire, de cobaye. Il y a un côté un peu serial killer de l'esthétique de l'appartement, mais en même temps c'est un accès au privilège. Donc c'est très intéressant d'avoir une connexion qui semble un peu pure, avec une relation limite paternelle de la chose. En plus, elle a son père au téléphone dans l'épisode, c'est pas pour rien, c'est fait comme ça, avec un homme qui a un peu créé Jules. Je sais que c'est déshumanisant de dire ça comme ça sur toute personne transgenre, mais c'est un peu ce que dit aussi en fait Sam Levinson. Je pense pas qu'il est transphobe Sam Levinson, mais il y a un truc où il se dit ok, elle s'identifie à quelqu'un qui a changé sa vie, et c'est pour ça peut-être qu'elle lui fait plus confiance, qu'il est peut-être plus charmeur, de son point de vue en tout cas. Mais ça m'étonnerait pas que des personnes trans considèrent que c'est un peu transphobe, que quelqu'un tombe sur le charme par rapport à ça, vu le dialogue de la série. Mais moi je trouve pas, à titre personnel, après je suis pas concerné, mais c'est que je trouve pas qu'il est cynique par rapport à ça, je trouve qu'il voit ça avec beaucoup de respect. De toute façon, en faire un personnage principal dans une série comme ça, une personne transgenre, c'est déjà pour moi je pense une vraie marque de respect, surtout à quel point en fait ils respectent le personnage, ils ont même fait un épisode sur sa transition. Bref, mais en tout cas là c'est intéressant, parce que Sam Levinson, ça reste un créatif qui va tenter des choses, et je trouve que les choses qu'il tente là, qu'elles marchent ou pas, en tout cas dans ce cas-là, et fonctionnent pour moi, bah ça crée une série assez agréable à regarder. En plus, l'esthétique, encore une fois, ce mélange de privilèges, de serial killer, le plan qui sort de l'immeuble que je ne vais pas vous montrer parce qu'il est dénudé, en fait, Hunter Schafer dans la scène. Mais en tout cas, il y a un vrai truc. En plus, ça donne une vibe très années 70, années 80, surtout dans la manière de filmer. D'ailleurs, pour parler de ça, vous savez, je sais pas si vous remarqué sur vos télés ou vos appareils, mais moi, sur ma télé, j'ai une belle télé, hein, j'ai une télé OLED et tout, une grande télé. Et il y a parfois une petite ligne qui s'installe en bas de l'écran ou en haut de l'écran. C'est pas quelque chose d'anormal, hein, c'est tout à fait logique. En fait, c'est une série, comme j'avais dit dans les premiers épisodes, c'est une série qui est tournée en VistaVision et 65 mm. Et au fait, pour numériser tout ça, il faut littéralement prendre le négatif qu'ils ont, il faut le scanner, et ils ont envie de scanner toute l'image. Et quand tu scannes toute l'image, parfois tu as les rebords qui restent sur l'écran. C'est pour ça aussi que parfois vous avez de l'artefacting, des petits bouts un peu bizarres sur votre écran. En fait, c'est juste le scan du négatif, et ça se montre, oui, dans le côté numérique aussi. Vous le voyez quand vous regardez des films en pellicule, vous voyez plein d'artefacting, vous voyez plein de choses un peu étranges quand vous n'êtes pas habitué à une diffusion en numérique, évidemment. Mais là, vu que c'est pas du numérique, mais de la pellicule, forcément, il y a des petits artefacts qui apparaissent. Donc si vous voyez des lignes ou ce genre de choses, des trucs étranges à l'image, c'est pas... Alors c'est un choix artistique, hein, mais c'est un choix physique artistique. C'est pas genre du CGI ou des ajouts de montage. C'est un choix littéralement de négatif et de pellicule. Bref, je voulais en parler parce que cet épisode-là, j'en ai vu pas mal. Je trouve que c'était bien plus présent que les précédents épisodes. Et j'ai vu des gens en parler sur les réseaux. Du coup, je voulais préciser pour ceux qui ne comprenaient pas comment et pourquoi ça arrivait. Mais en tout cas, Rosalia est de retour. Du coup, elle n'a pas juste un caméo. Et je trouve qu'elle a une scène assez intéressante parce qu'elle est là pour divertir le public, en tant que danseuse évidemment, stripteaseuse, mais surtout pour distraire. Son objectif, c'est quand même de mettre ses dealers d'armes, de drogue très bien, qu'ils soient dans un espace mental où ils peuvent négocier convenablement pour les gérants évidemment de cet établissement, et en même temps être plus simple à convaincre pour acheter de la drogue, pour acheter des armes. Donc c'est tout un business qui fait par rapport à ça, avec ces danseuses qui sont là pour divertir, distraire,
faire aimer les gens qui sont présents ici, l'endroit en lui-même, les mettre en situation pour acheter des choses. Et en même temps, d'un point de vue de la mise en scène, de la musique, c'est un peu une danse, mais une valse, surtout j'ai l'impression. Il y a une sorte de confrontation, de duel limite qui s'installe. On dirait qu'elle gère cette danse, mais elle gère aussi les clients qui sont là. C'est pas humiliant, c'est pas quelque chose qui est vu de manière négative, et il y a ce côté très musical de, on dirait, limite un ballet, où elle est là à faire ce qui se passe. Alors c'est assez court, mine de rien, mais il y a une tentative, et c'est aussi une bonne manière de montrer l'ellipse, parce qu'elle a remplacé l'autre qui est décédé, l'autre qui est sûrement dans un trafic d'humains, comme l'ont dit les gens dans les commentaires la semaine dernière. Et Rue, elle-même, est devenue une sorte de spécialiste des armes. Donc ça montre encore une fois ce passage du temps, cette ellipse. Des armes qui sont imprimées en 3D. Encore une fois, je sais pas si c'est une manière très cynique de montrer les armes, d'expliquer que c'est une arnaque, ou de montrer justement les connexions qu'on sait gangster avec toute l'industrie. Mais pour moi, des armes faites en 3D, je m'y connais pas assez bien, mais c'est cheap. C'est une arnaque. C'est un truc, tu devrais pas y faire confiance. Mais en même temps, est-ce que c'est pas un truc aussi pour pas se faire choper? Genre, si t'as une entreprise d'imprimante 3D et tu fais des guns, en réalité, jamais ils vont checker que t'as une entreprise d'armes ou ce genre de truc. Donc peut-être c'est ça, et c'est juste une explication scénaristique, mais moi je le vois un peu comme à la fois un truc cynique, comme négatif, regardez, c'est des armes en toc, et en même temps, regardez, bah c'est le nouveau monde, on peut avoir des armes juste avec de l'imprimante 3D, quoi. Tout le monde peut le faire, entre guillemets. Donc à voir si c'est ça, si je me trompe, et même moi je l'ai vu comme ça, mais après j'ai pas cette culture des armes comme les Américains. Mais pour moi, ce qui est vraiment intéressant dans la scène, c'est évidemment que Rue a l'air heureuse. Elle a vraiment l'air d'être bien là où elle est aujourd'hui. C'est le cœur de la scène. Elle explique tout ça avec aucune crainte, aucune peur de se faire tuer ou ce genre de choses. Elle est à l'aise. Elle est vraiment de plus en plus à fond dans le business. Et c'est là que j'aime bien l'épisode. C'est qu'il y a tout un discours sur la légitimité, sur la légalité des actions. Et ça montre comment les criminels, en fait, se persuadent eux-mêmes d'être normaux, d'être dans cette légalité. C'est l'argument classique. S'ils ne procuraient pas ce service, quelqu'un d'autre le ferait. Donc autant se faire plein d'argent, autant symboliser aussi son pouvoir, car l'argent donne du pouvoir, et en même temps, autant faire ces choses-là sans se poser des questions morales. Là où Rue, t'as l'impression qu'elle veut sortir de cette situation, alors qu'en fait, tous les gens qui sont là vivent la situation. C'est pas un temps partiel ou une sorte de CDD pendant quelques mois. Non, eux, ils le vivent. Rue, là, elle arrive, c'est sa vie, elle doit l'accepter, elle doit se dire, ok, ou je reste ici et je fais ce taf non legit, même si le côté legit est encore débattu dans cette scène, ou bah je m'en vais et je risque ma vie, parce que voilà, tu risques de te faire choper, de mourir, et peut-être justement, c'est eux, suite à ces discussions-là, qui ont décidé de foutre Rue potentiellement en prison avec la DEA qui l'a rattrapé à la fin. C'est peut-être eux qui ont appelé. On n'en sait rien en réalité, mais clairement, ça a énervé ce dialogue. Pour moi, c'est un truc qui montre bien, voilà, qu'encore une fois, les criminels, et surtout le monde de manière générale, il y a des gens, ils font des métiers dans la vie. Toi, t'arrives là en CDD ou un truc comme ça, tu te plains constamment alors que eux, c'est leur vie. Et là, elle fait ça. Et se plaint de la vie qu'elle a devant les gens qui ont cette vie, mais de manière non pas éternelle, mais long terme en tout cas. Donc forcément, ça agace. Mais je trouve qu'en termes de mise en scène, de tension, il y a un petit truc, tu vois, qui sont embêtés par ce qu'elle dit. Tu vois qu'il y a quelque chose qui est en train d'être mené à ébullition, qui est bien, qui est divertissant, et qui, je trouve, crée une vraie tension qui, malheureusement, ne reviendra plus jamais dans l'épisode. J'aime bien aussi l'idée du cochon tué. Lui qui plante sa viande juste avant de tirer, le sang qui éclabousse sur une danseuse, la scène qui fait clairement penser à un Tarantino en termes de cadrage, de dialogue, de montage. Il aurait clairement pu sortir une scène comme ça, c'est clairement inspiré d'œuvres comme True Romance, premièrement, même musicalement, j'en parle dans quelques secondes, mais aussi dans l'esthétique, dans le scénario, dans la mise en scène. Il y a une grosse inspiration Tarantino ici, c'est évident pour moi, mais c'est aussi toute l'ironie de la séquence, c'est qu'ils sont en train d'avoir un dialogue sur ce qui se passe et tout, mais c'est eux qui trouvent les nazis belligérants, alors qu'en réalité, c'est eux qui ont commencé, quoi. C'est pas les nazis, c'est eux qui ont envoyé le cochon, et d'un coup, ils sont énervés que le cochon soit là. Ça montre un peu l'ironie du truc, et en même temps, en termes d'ambiance, ça devient compliqué, parce que là, t'es dans un truc un peu gangster, Jules qui fait de la prostitution illégale, eux qui sont en mode en train de commencer une sorte de guerre des gangs, et t'arrives au mariage, comme ça, d'un coup, déjà à l'épisode 3, le mariage de Cassie et de Nate, avec la musique, c'est un mélange de Roi Lion et de True Romance, justement, c'est très particulier. J'ai pas trop compris ce choix-là, surtout que la séquence d'avant, là, fallait mettre cette musique. Mais là, le mariage, il n'y a rien de gangster, entre guillemets, on va en parler juste après. Pour moi, il n'y a clairement rien dans cette direction-là, donc la musique, pour moi, elle est très étrange, surtout l'arrivée soudaine au mariage, quoi. Il n'y a pas de build-up narratif. Pour moi, le mariage, c'est épisode 6, 7, épisode 3, avec une ellipse, ça arrive déjà, et c'est le manque
affolant de tension pour moi qui me dérange. Il n'y a qu'un seul élément de stress possible à ce mariage, c'est évidemment Maddie. Est-ce que Maddie va se venger? C'est la question qui est posée d'ailleurs par la narratrice à haute voix. Je dis c'est le seul arc narratif qui pourrait imploser vraiment lors du mariage. Mais au final, elle a juste une sorte d'échange un peu triste avec Cassie, mais sans plus. C'est juste qu'au fait, elle est pleine d'émotions, elle se rend compte d'une vie qu'elle aurait pu avoir, qu'elle n'a pas eu, et en même temps, elle doit être amie avec Cassie parce qu'elle veut encore utiliser son corps pour vendre. Donc, elle est dans une situation où elle est un peu coincée, mais du coup, ça enlève un peu tout stress qu'on aurait pu avoir parce qu'elle ne fait rien et elle n'a jamais tenté quoi que ce soit. C'est pas comme si d'un coup, tout l'épisode, on te dit attention, elle va faire un truc. Non, l'ambiance aussi, je la trouve complètement ratée. L'enchaînement des événements vides en termes de montage, c'est bâclé. Ça va trop vite, tu ressens tellement rien, tellement ça va vite justement. La mère qui dégoûte sa fille, ok j'adore l'actrice mais ça crée de la tension. Pour moi c'était une manière de dire au spectateur, attention Cassie elle va peut-être péter un câble, elle va peut-être gâcher son propre mariage. Mais non en fait tu sais que Cassie elle a zéro courage, qu'elle va jamais faire un truc comme ça, elle va jamais s'émanciper ici. Pour moi ça n'avait aucun sens. Tout s'enchaîne à une vitesse, c'est affolant entre eux qui se disent oui, ils ont cette séquence où ils célèbrent, ensuite les différents discours vite fait à droite à gauche, les petits regards, les petites relations, mais surtout le discours du père de Nate, Eric Dane, encore une fois super acteur, même si c'est triste de le voir comme ça parce que tu vois qu'il va pas très très bien, mais le discours n'est même pas horrible, il y a aucun moment de tension non plus par rapport à ça, de dégoût, d'énervement, et tout, pourtant il dit attention, reste à côté de mon père, peut-être il va dire une connerie, donc en fait la série essaye de créer des petits moments de gêne, mais ça marche jamais, parce qu'il n'y a pas assez de stress par rapport à ça à cause de la mise en scène qui manque, je trouve, il y aurait dû avoir, je sais pas, des regards plus intenses, des plans sur, je sais pas, des objets, des trucs et tout. Là, ça s'enchaîne tellement vite. J'ai l'impression que cet épisode-là, ils voulaient faire un épisode mariage complet, genre d'1 heure. Et où Sam Levinson ou HBO se sont dit non, faut le raccourcir. Et t'as que genre 25-30 minutes ou un truc comme ça. Et t'as plein d'autres intrigues à côté. Donc pour moi, c'est vraiment le bordel. Ça va beaucoup trop vite. Pourtant, c'était censé être le truc de la saison pour l'instant. Mais non, c'est pas dans cette direction-là que va aller la série. Et tu dis, ok, au moins la rencontre avec le papa de Nate et Jules sera conflictuelle. Même pas. En fait, il parle de coucher avec des mineurs parce que oui, ce mec est un pointeur, littéralement, et il a été puni légalement à cause de ça. C'est assez lunaire d'ailleurs qu'ils se plaignent de son statut. T'as tout l'argument des pédos, hein, la jeunesse, moi j'aime bien les jeunes, comment tu pourrais coucher avec quelqu'un littéralement de son âge, et pendant ce temps, Jules est en train de coucher avec quelqu'un de son âge. Il y a tout un truc par rapport à ça qui est déstabilisant, et c'est un pédo qui se justifie. Alors pédo, c'est pas le terme technique pour ce genre de choses, mais c'est un pointeur, quoi. Il va voir des gens de 17, 18 ans, quoi. Et en réalité, ce qui est intéressant dans cette séquence-là, c'est un peu l'empathie que ressent Jules pour cet homme qui peut plus avoir de taf, peut plus avoir d'appartement parce qu'il est sur la liste des sex offenders aux États-Unis. Ils disent, hein, c'est ça le point rouge, en fait, qui est dans la série. Mais en même temps, c'est une révélation sur Nate qui a protégé Jules parce qu'il est au courant, premièrement, et surtout, il voulait pas qu'il fasse de la prison, ce genre de choses. Donc ça, c'est assez intéressant. Et en même temps, ça a permis aussi de protéger un peu plus son père pour pas qu'il y ait autant d'accusations de pointeurs, quoi. Mais il se passe rien, il n'y a pas de panique, il n'y a pas un moment d'intensité par rapport à ça, il n'y a rien. C'est juste une séquence tournée, jouée de manière assez normale, quoi. Il y a tous ces gens-là qui se détestent plus ou moins depuis le lycée, qui se revoient tous ensemble, et il n'y a pas une scène entre eux. Il n'y a pas un moment. En fait, il y a un décalage total entre les attentes narratives qu'a instauré la série depuis les 2 premiers épisodes de cette saison, et en même temps, la résolution de ces arcs à ce moment-là, du mariage, qui était censé être un sacré moment quand même, où il se passe rien, quoi. Il n'y a aucune interaction, il n'y a rien. Tu dis, ok, mais au fait, ça sert à quoi? Est-ce qu'on devrait anticiper un truc un peu négatif? On devrait ressentir quelque chose entre eux? Non, il n'y a rien, c'est limite que positif, c'est assez étrange. Je lui dis, ok, ça va changer quand Nazim arrive. Nazim, c'est le gangster auquel Nate doit beaucoup d'argent, et tu dis, là, ça va exploser. Là, le mec, il va gâcher le mariage, il va faire un truc, ça va être flippant, tout va changer, tout va basculer. Non, même pas, il se passe pas grand-chose en réalité. Tu dis que les intrigues vont enfin arriver à leur climax dans l'épisode, tout le monde va se faire la gueule, il y aura un truc et tout. Non, le mec s'en va, il s'est présenté, il a l'air charmant, sympa. Il s'en va, c'est tout. Il est même victime un peu de racisme parce que Nazim, j'imagine qu'il est arabe, et en même temps, il y a l'autre voisine qui dit qu'il est russe, ce genre de truc, le gros cliché, quoi. Mais voilà, il se passe rien. C'est juste un mec qui dit, ok, écoute, j'ai vu ton mariage, je sais que t'as la thune pour le mariage, mais pas pour moi, mais lors du mariage, il se passe rien, quoi. J'aime bien le plan sur Cassie effrayée, la manière d'utiliser cette focale pour lui donner un gros visage un peu étendu, disproportionné pour montrer justement le malaise. Elle a les larmes aux yeux, et elle est un peu crade limite à cause de ça parce qu'elle est surmaquillée vu la focale, vu le truc et tout. Il y a un truc où tu dis, ok, il y a un changement de tonalité, quelque chose et tout, ça va devenir flippant là. Elle va péter un câble. Et non, en fait, il se passe pas grand-chose en réalité. Je trouvais la danse gênante, sexuelle, être une bonne idée. Parce que justement, là, tu dis, il y a une vraie tension qui va s'installer par rapport à Nazim, elle qui va péter un câble et tout. Mais au final,
La danse est tellement sexuelle, tellement bizarre, qui fait plus de gêne et pour le spectateur et pour, j'imagine, les invités qui étaient présents. Le groupe de musique choisi dans la parodie la plus pure, ils en font des caisses, la vibe est étrange. Et c'est mon problème avec l'épisode là, c'est que la tonalité de l'épisode n'est pas bonne du tout, je trouve. Et le petit moment avec Jules, tu sens qu'il y a quelque chose, tu sens que lui va la voir, il veut lui reparler, il y a encore une sorte de petite romance, une sorte d'étincelle assez touchante. Elle lui fait comprendre qu'elle la remercie pour ce qui s'est passé. Voilà, elle n'a pas fini en prison, il s'est pas passé quelque chose de grave par rapport à ça. Puis en même temps, le cadre choisi, la mise en scène, les voir dans ce cercle à travers la fenêtre, il y a un truc qui symbolise leur lien. Il y a encore quelque chose entre les deux, le partage de cigarettes, c'est pas rien quoi. Mais bon, encore une fois, il y a cette phrase sur t'aimes qui t'aime, ce genre de choses, mais tu sens qu'il y a encore quelque chose quoi. Tu sens qu'ils peuvent encore finir ensemble et j'aime bien ce genre de piste que la série installe pour la suite. Mais quand les intrigues sérieuses débarquent, bah malheureusement, il n'y a rien de marquant quoi. La révélation sur Nate qui est fauché, aucun impact lors du mariage, aucun impact sur la scène, t'as l'impression que personne n'entend d'ailleurs ce qui se passe. Nate qui reste un manipulateur, ça j'aime bien, il manipule bien son voisin avec cette histoire de fleurs qu'il faut protéger et tout, et il critique encore la législation californienne plutôt que ses propres défauts, ses propres problèmes. Et en plus, Jacob Elordi, je l'ai trouvé meilleur dans cet épisode-là que les deux précédents, il était un peu nul. Là, ça allait, et je trouve que justement, c'est intéressant de le voir manipulateur, mais il se passe rien. En fait, même la voisine, j'aime bien la critique des femmes qui se rendent quasiment toutes compte dans la série de la supercherie, sauf Cassie, évidemment, et qui essaient d'en parler, mais c'est les hommes qui décident au final, c'est littéralement le voisin qui va aller calmer sa femme, alors que c'est toute la famille du voisin qui se fait arnaquer. Ils disent que c'est genre le college fund, donc l'argent d'université pour ses enfants, qui allait dans la pyramide de Ponzi de Nate. C'est la critique un peu du système où les femmes, elles rendre compte de ce qui se passe, mais c'est les hommes qui décident, c'est des femmes au foyer et qui se taisent, quoi. C'est un peu ça que dit la série, mais de manière négative, hein. C'est critiqué, évidemment, parce que ces femmes ont raison pour le coup, mais personne ne réagit à quoi que ce soit. La voisine, elle gueule, Cassie, elle gueule, elle blesse littéralement Nate, il y a le côté toxique de la séquence, ok, mais personne ne réagit, quoi. T'as aucune réaction des invités, il y a rien, en fait, il y a rien qui se passe, quoi. Pour eux, c'est normal, ils se disent, ok, c'est... Alors oui, on sait que c'est Cassie et Nate et qu'ils sont un peu fous les deux, quoi, mais tout se finit limite bien, quoi. C'est un mariage qu'ils ont passé comme ça après un build-up de 2 épisodes en théorie. Après une ellipse, il apparaît, ils font le mariage, on passe à autre chose, et puis basta, genre tout le monde entend, mais personne réagit. C'est trop bizarre comme séquence, c'est trop bizarre comme manière de faire. Moi, je vois un épisode qui a été cuté là. Pour moi, ça c'était un épisode qui durait 1h30 et ils se sont dit non, on n'a pas le temps, on avance et tout. Peut-être il y avait 9 épisodes au lieu de 8, je n'en sais rien, mais franchement, il fait charcuter. Et peut-être ça devait même pas être le 3e épisode, peut-être il va y avoir un épisode entre les deux, j'en sais rien, mais il fait très très bizarre. Et je trouve que c'est étrange de faire ça comme ça, à titre personnel, et je trouve que ça aurait pu donner une scène mémorable de série, et au final, ça devient pour moi l'un des pires épisodes de la série, à cause de ce déséquilibre dans l'ambiance, dans le ton, tout ça. Alors oui, c'est cool de voir Casey de nouveau manipulée, parce que ça montre encore une fois à quel point Nate est manipulateur, à quel point Casey, en fait, elle n'a pas de courage, c'est une boucle infernale, et la séquence où Nate se fait tabasser, elle est satisfaisante, parce que c'est clairement le bad guy de la série pour l'instant, et même depuis le début, j'ai envie de vous dire. Donc il se fait casser la gueule de manière assez symbolique dans ce manoir qu'il a payé, sûrement avec l'héritage ou l'argent sale. Que ce manoir se salisse, c'est littéralement ça, un peu l'ironie du truc. Puis même l'humiliation pendant que Casey pleure, genre elle est mariée, elle se fait péter la gueule, elle saigne. C'est une super idée de plan que le mec se fasse tabasser pendant qu'elle est en train de pleurer. Sidney Sweeney, franchement, on peut dire ce qu'on veut sur elle, mais je trouve que c'est une très bonne actrice et elle gère ce genre de séquence parce qu'elle est pathétique. En même temps, elle est très drôle. Elle a tellement un truc dans ce genre de séquence, t'as limite même plus de peine pour elle. Tu dis, bon, ok, meuf, ça fait tellement longtemps que tu te fais manipuler, on peut plus ressentir de la peine pour toi. Même Nazim qui regarde, il ressent rien, il dit, bah attends, c'est ton mec, il y a un moment, stop, quoi. Donc j'aime bien ce truc où il y a limite une catharsis de la part du spectateur, où tu vois, bah elle qui chiale, l'autre qui se fait tabasser la gueule, il se fait couper un doigt, t'es limite content, tu te dis, bah enfin, quelqu'un qui réveille ses cons. Mais t'es du côté des gangsters, moi je trouve, et je sais pas ce que je suis censé ressentir. Donc je me demande vraiment si t'attends ça tout le mariage, et c'est pour ça qu'ils ont fait le mariage le plus gaze du monde d'un point de vue de mise en scène de narration. Et justement, je me demande si ces pistes un peu nulles ne résolvent rien durant le mariage pour que justement on arrive tous devant cette fin et on se dise putain, enfin quelqu'un qui réveille ces deux cons quoi. Je sais pas, peut-être c'est moi qui suis sadique, je n'en sais rien, mais franchement, d'un certain point de vue, je voyais pas ça comme. Alors oui, c'est violent bien sûr, c'est crade et tout, mais j'ai pas vu ça comme quelque chose de très très négatif non plus quoi, parce que je me dis, bah en fait. C'est peut-être un peu ce qui mérite à un moment. Alors évidemment la violence c'est pas bien, mais d'un point de vue du spectateur, tu sais que c'est faux, tout ça, tu dis ok, peut-être c'est le moment où ils vont se réveiller quoi. Je sais pas si c'était volontaire de la part de Sam Levinson évidemment, mais en termes de tonalité, encore une fois, cet épisode là, pour moi c'était trop le bordel.
Ça passe de kitsch à drôle, à un peu stressant vite fait, à violent bêtement, catharsis du truc, à la musique de True Romance, avec le début très Tarantino aussi, tu dis mais c'est quoi cet épisode? C'est le bordel, c'est n'importe quoi, il fait vraiment charcuter, il manque pour moi des minutes quoi. Et la séquence de fin honnêtement je la trouve décevante aussi, je veux dire oui, il y a ces gangsters qui se retrouvent enfin, gangsters nazis, mais il y a trop peu de tension, ça sauve pas du tout l'épisode. Tu devrais avoir peur que ces gens-là se fassent buter, surtout le mec qui est en train de aura farm depuis le début, il est charismatique, il dégage un truc, c'est le strong, silent type qu'on aime un peu dans les œuvres. Mais quand il empoisonne le perroquet, il n'y a pas de stress, il n'y a rien. Quand il sort sa liasse de billets en mode western, avec les sons des westerns et tout, pareil, il n'y a pas de tension qui sort un gun. Tu dis, est-ce que ça va imploser encore une fois? Il y aura la violence et tout. Il n'y a rien. Aucun moment de stress dans la mise en scène. Aucune tentative réelle de faire stresser non plus. La série sait qu'elle va pas faire exploser les trucs aujourd'hui, maintenant, mais elle tente un petit truc, je sais pas ce que c'est, un truc de style, un petit hommage au western. Après, j'aime beaucoup le côté raciste assumé à 100% des nazis, qui parlent de manière très négative de cet homme-là, mais ça crée un débat dans la série. C'est qui le vrai sauvage ici? Évidemment, le mec répond, mais du coup, Rue, elle, est-ce que ça fait partie des sauvages? Est-ce qu'il fait partie du gang des nazis? Est-ce qu'il fait partie de ce nouveau gang? Parce qu'on lui propose de revenir. Il y a aussi ce foreshadowing avec Fez, Angus Land, l'acteur qui est décédé. Il est au téléphone avec lui. Est-ce que c'est du foreshadowing pour dire qu'elle va se faire arrêter, qu'elle va aller en prison? Est-ce que c'est un moyen de dire qu'en fait elle traîne avec des criminels et que c'est pas forcément bien, ce genre de truc? À quoi ça sert d'avoir Fez qui communique? À quoi ça sert ce dialogue sur les nazis, sur les noirs, sur les cow-boys, sur les Premières Nations de manière générale? C'est quoi ce truc? Qu'est-ce qui se passe quoi? C'est quoi le débat sur la sauvagerie? D'où il vient? Comment ça fonctionne? On sait tous, au fait, en réalité, c'est qu'il est sauvage. C'est les nazis, évidemment, même si les gangsters sont pas clean, parce que ça reste des gangsters, c'est les nazis qui sont vus comme des cons, comme des gens problématiques et tout. Mais en même temps, qui a débuté cette guerre? Qui va faire respecter l'ordre? Qui va éviter les morts? Est-ce que c'est les cow-boys? Est-ce que c'est les Amérindiens, comme ils les appellent? On sait pas trop. Alors oui, les nazis restent les cons, évidemment, mais c'est quoi le point de vue? Est-ce que Rue va finir en prison? Qui a dit à la DEA que c'était elle qui était ici? Bref, il y a tout un débat que je trouve très superficiel, très peu intéressant malheureusement dans cette séquence. Ça va pas au bout du geste et de la thématique, et c'est un petit peu dommage quoi. Cependant, j'aime beaucoup la déco des nazis. Pourquoi? Car elle fait vraiment très rustique, mignonne, des petites statues, des poupées et tout. On dirait une chambre d'enfant quoi. Enfin, c'est un peu ça en réalité. Et en même temps, t'as genre des drapeaux racistes. Donc ce décalage-là, il est intéressant parce que c'est la critique, encore une fois. T'as des gens, ils ont l'air normaux, mais c'est des gros putains de racistes, de merde, nazis, et c'est ça que la série veut montrer aussi. Tout ça pour dire que j'ai trouvé ce décalage intéressant, mais que l'épisode était nul. Nul, c'est peut-être un peu fort comme terme, mais j'ai trouvé ça assez bâclé, assez bordélique, assez décevant, et c'est clairement pour moi le pire épisode des 3. Mais dites-moi ce que vous en avez pensé, êtes-vous d'accord, pas d'accord, j'ai envie d'avoir votre avis. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le compteur épinglé, afin de débloquer tous les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité, avec beaucoup plus d'œuvres, tout ça pour 2,03€ par mois, plus 4 mois gratuits, foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, maintenant toutes les vidéos sont disponibles en mode podcast, et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, Twitch, TikTok, et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.